Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Tour de l'Algarve, on va faire le débrief de l'étape 2. Bien entendu on va revenir sur l'étape 1, parce que j'ai encore des choses à dire. Et puis on parlera des coureurs au top et des bonnets d'âne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, vous pouvez également rajouter la petite cloche. Et cliquer rapidement sur les notifications et sur la miniature. On commence tout de suite avec cette deuxième étape du Tour de l'Algarve, mais on va commencer par le retour d'hier, notamment ce matin, du côté de cette étape. Que dire? Il y a encore beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, pour moi, je reste sur mes propos. L'interview de Dely était stupide, inutile. Et je vais confirmer pourquoi, pour plein de raisons. Et pour moi, il aurait dû fermer sa gueule. Alors déjà, certains m'ont dit, oui, mais c'est sur le coup de l'énervement, juste après l'arrivée. Oui, mais normalement, tu dois être suffisamment intelligent quand tu as une parole publique, je répète, une parole publique, pour réfléchir et tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Donc normalement, Dely à l'arrivée, s'il n'est pas suffisamment lucide, il doit le sentir et il doit dire « je ne prends pas l'interview tout de suite, je veux regarder ce qui s'est passé ». Il a fait un CSC, Dely. Il a fait un CSC parce que en plus, c'est un équipier à lui qui emmène le peloton à ce moment-là. Donc je peux te dire que quand on est passé pas loin de la catastrophe, normalement, on se fait discret dans ce genre de situation, ce qui n'a pas du tout été le cas. En plus, il le sait parce que oui, c'est vrai que dans ses premières phrases, il dit ça va pas faire plaisir aux gens. Je crois pas que c'était le moment de faire des polémiques à la con. Vraiment, hier, c'était pas le moment de faire des polémiques à la con. Donc, pour moi, sa déclaration est complètement stupide. Le moment, c'était de se mettre autour d'une table et de discuter, de parler. C'était pas de faire des polémiques à la con. C'était pas de faire cette phrase, donc déjà sur son équipier, parce que je pense que Dreisners, il avait dû être content, parce que la vision de Dreisners et la vision de Dely sur ce sprint-là, elles sont bien différentes. Hein. Donc pour moi, déjà, dans le bus, il y a dû avoir une ambiance de merde le soir, parce que s'ils ont écouté l'interview, voilà, je pense que l'ambiance, elle devait être sympa du côté du bus de la Loto. Dans le peloton aujourd'hui, il y en a peut-être des qui ont été lui tirer un petit peu les oreilles aussi. Mais surtout, l'interview de Dely exprime un truc réel qui fait qu'on n'avancera pas du côté de la sécurité des coureurs. C'est le manque de solidarité entre les coureurs. Parce que grosso modo, quand il tape sur les autres, et qu'il les traite un peu de débiles, hein, en substance, c'est ça. Il dit oh, ils n'ont pas réfléchi, ils connaissent pas le cyclisme, ils ont un manque de culture cyclisme. Grosso modo, c'est ce qu'il dit hier, Arnaud Dely. Moi, je suis président de l'UCI. Je me dis, je vais taper sur les coureurs. Même les coureurs entre eux se tapent dessus. Alors, autant que je fasse des pénalités sur les coureurs. Donc, ça veut dire que je tape toujours pas sur les organisateurs. Ça veut dire que j'ouvre pas d'enquête. Ça veut dire que je tape pas sur les directeurs de course. Que je tape pas également sur les directeurs d'équipe. Que moi, en tant que président de l'UCI, bon, je vais pas me mettre à deux non plus les fabricants de vélos. Ah, par contre, ça, je vais en foutre du carton jaune sur les coureurs. Hein. Ah, ça, parce que de toute manière, il n'y a pas de solidarité. Donc, chacun se tirera dans les pattes. Et puis, on y verra que du feu. Comme ça, les gens auront l'illusion qu'il y a de la sécurité dans les courses et qu'on a et qu'on a pris des décisions fortes. Voilà. Le vrai problème aujourd'hui de la sécurité dans le cyclisme, c'est que si on avait une cohésion entre les coureurs, on n'en serait peut-être pas à ce niveau-là aujourd'hui. On aurait peut-être tapé depuis bien longtemps sur les organisateurs de courses, notamment le Tour de Turquie. Ça fait depuis 10 ans que le Tour de Turquie, plus de 10 ans qu'il existe, chaque année il y a un problème d'organisation. Sauf que quand Nasser Boigny est tombé, notamment sur le Tour de Turquie, vous avez vu beaucoup de coureurs le défendre, mettre en avant les organisateurs, attaquer les organisateurs? Non. Vous avez vu Marc Madiot en parler aussi, du côté des directeurs d'équipe? Non plus. Arnaud Démare en parlait? Non plus. Ça aurait eu du sens pourtant ce jour-là, parce que c'est une grosse erreur d'organisation qui provoque, grosso modo, la fin de carrière de Nasser Boigny. Donc là, les propos de Dely, au lieu de parler de sécurité, comme Ghana,
notamment à l'arrivée, qui auraient pu parler de sécurité. Il y avait le terreau fertile qui était là. Décide de s'attaquer aux autres coureurs. Non, c'est de la stupidité. C'est de la stupidité. Surtout quand c'est un mec de ton équipe qui emmène tout le monde à la faute aussi. Enfin, qui emmène une grande partie. Surtout qu'en gros, Dely s'est retrouvé dans une situation quand 95% du peloton part du mauvais côté, il y a un moment, il n'y a pas 95% de coureurs stupides. Donc il y a des coureurs qui se sont retrouvés comme lui, bloqués. Mais dans ce cas-là, tu fais un peu attention quoi, de ce que tu dis. Donc c'est pour ça que ça m'a énormément énervé les propos de Dely, et je persiste et je signe, il fallait qu'il ferme sa gueule ce jour-là. Deuxièmement, il y a des choses dont on n'a pas parlé hier. Donc déjà, on a parlé du roadbook. Pour moi, certains m'ont critiqué en disant aussi le roadbook c'était clair. Alors déjà, c'était clair si tu parles espagnol ou portugais, parce que moi, par exemple, c'était pas clair. On m'a fait la traduction, parce que pour tout vous dire, moi je connais 2 mots d'espagnol et un truc comme ça, qu'on m'a fait la production sur l'itinéraire horaire, la traduction du danger qui était marqué sur l'itinéraire horaire. C'est pas clair du tout, hein. Enfin, oui, c'est pas. On m'a fait la traduction dans les commentaires hier sur YouTube, c'est pas clair, clair. Et de toute manière, c'est la première fois de ma vie que je vois un danger signalé sur l'itinéraire horaire et pas sur la carte. Normalement, le danger, tu le signales sur la carte. Et pour vous dire, il y a même des courses, je pense notamment à Paris-Bourges, où tous les dangers étaient indiqués clairement sur le site internet de l'organisateur de Paris-Bourges, qui a indiqué, bah tiens, par exemple, dans cette commune-là, il y a un dodan en descente, voilà. Je pense pas que Paris-Bourges a les moyens, surtout aujourd'hui maintenant, mais même à l'époque, avait les moyens du Tour de l'Algarve. Voilà. Et surtout, le roadbook, il doit être en anglais. Enfin, moi, je suis désolé, il doit être en 2 langues, le roadbook. Ce qui est quand même fou, c'est que, bon, sur le Tour de France, par exemple, vous avez le roadbook en 2 langues, ça coûte pas 10 millions d'euros de traduire un roadbook. Voilà. Et d'imprimer 15 feuilles en plus. Ça compte pas surtout vu le nombre de pubs que tu as sur un roadbook. Parce qu'il y a quand même un nombre de pubs assez exceptionnel. En sachant qu'en plus, vous voulez savoir ce qui est le plus drôle sur le roadbook, qu'on aurait pu traduire cette portion-là en anglais. Sauf que non, on a décidé plutôt de traduire le discours du directeur, le fameux édito du directeur de la course. Je pense que ça, on peut s'en passer, ça peut être seulement en portugais, on peut même supprimer la feuille de ça, mais plutôt avoir un parcours qui soit mieux indiqué sur le roadbook, et en anglais. Parce que oui, la langue internationale, pas de chance, c'est l'anglais. Donc certes dans la langue du pays, mais également en anglais, il faut que ça soit dans les 2 langues. En passant, c'est vrai que je me suis dit, avec Dely, la différence par rapport à Remco Evenepoel, ça aurait été marrant d'avoir Remco Evenepoel hier. Bon, pas de chance, il y a eu la factrice qui est passée par là. Le facteur n'est pas passé, mais il a défoncé la gueule de Remco Evenepoel. Mais du côté de Remco Evenepoel, j'aurais bien aimé voir l'interview de Remco Evenepoel après avoir entendu les propos d'Arnaud Dely. Je pense que ça aurait été sympa d'entendre ça le matin de l'étape. Parce que Remco Evenepoel, lui, il avait parlé de la sécurité, et lui, surtout, il avait parlé en premier au directeur de la course. Vous vous souvenez de cette séquence à San Juan, où il va engueuler directement le directeur de la course, et ensuite, il va parler aux journalistes. Mais il fait savoir ses propos directement au directeur de la course, et il va discuter directement avec le directeur de la course, à San Juan. Il y a 2 ans, 2-3 ans. Pour ceux qui se souviennent de la situation de San Juan, où c'était une chicane qui était mal indiquée aussi, et tout le monde était parti du mauvais côté. Et ce jour-là, de manière exceptionnelle, Bennett avait gardé sa victoire. Moi, il y a un moment, là aussi, il faudra qu'on en reparle. Il y a une erreur d'organisation. Ok, tout le monde part du mauvais côté. Pour moi, quand il y a 95% du peloton qui part du mauvais côté, c'est pas une erreur foncièrement. Il y a un peu d'erreur des coureurs, et j'en ai parlé. J'ai tapé sur les coureurs hier. Mais en gros, pour moi, c'est qu'il y a un souci dans le balisage de la Rubali. Ça ne coûte pas 10 millions d'euros, notamment. Donc il y avait un souci dans le balisage et dans la manière de couper la route. À partir de ce moment-là, je suis désolé, mais ok, il y a une erreur de l'organisateur, mais il y a des coureurs qui n'ont pas fait d'erreur. On donne la victoire à ces coureurs-là. Bon, c'est des points UCI, c'est comme ça, mais on donne la victoire à ces coureurs-là. Pour moi, Ghana, il ne fallait pas annuler l'étape.
ont donné la victoire à Ghana. Ce qu'on modifiait, c'était les écarts au classement général. C'est-à-dire que pour moi, on repartait à 0 au niveau des écarts au classement général. C'est-à-dire que tout le monde repartait avec le temps de Ghana. C'est-à-dire que tout le monde partait avec un temps forfaitaire. Mais on laissait la victoire à Ghana, ce qui était possible de le faire, ça. Et sans donner les bonifications à Ghana, on donnait juste les points UCI de ceux qui étaient passés du bon côté. Parce que hier, il y en a certains qui sont passés du bon côté, parce que potentiellement ils avaient bien compris le roadbook, parce que potentiellement ils avaient bien repéré le parcours, eux, ils n'ont pas eu d'avantage à ça. Et encore pire, avec cette annulation d'étape, on ne peut pas mettre de carton jaune à des coureurs qui ont sprinté, alors que je considère qu'au bout de 800 mètres, ce qui veut dire à peu près 40 secondes, on doit s'apercevoir qu'on n'est pas du bon côté de la route. À part si vraiment c'était un bordel et que c'était très très mal balisé de ce côté-là, mais normalement on doit s'apercevoir qu'on n'est pas du bon côté de la route au bout de 800 mètres. Je rappelle, on n'est pas à 200 mètres de l'arrivée, 800 mètres. Hein. Donc normalement on doit être en capacité de faire demi-tour au bout d'un moment et de pouvoir freiner. Et moi j'aurais mis carton jaune également à tous les mecs qui sont dans la voiture, parce que normalement ils ont un truc qui s'appelle une oreillette. Et une oreillette, normalement ça doit servir à transmettre des informations. Donc j'aurais mis également un carton jaune au mec dans la voiture. Je rappelle que c'est possible par le règlement. Mais surtout, j'aurais laissé la victoire à Ghana. Quand à Edo, il y a un problème sur la Vuelta, c'est 2010 ou 2011, on laisse la victoire à Edo. Quand c'est pareil avec Bennett, on laisse la victoire avec Bennett. Et dans ce cas-là, c'est au niveau du classement général, où le classement général, eh bien, on aurait pris les temps aux 3 km, tout simplement. On prend les temps aux 3 km, voilà, ça pose aucun problème. Et pour moi, le pire, c'est Tivani. Parce que Tivani, il s'est fait entourlouper. Et tous les échappés sont faits entourlouper. Mais Tivani, aujourd'hui, devrait avoir de l'avance au niveau du classement de la montagne. Et aujourd'hui, il aurait dû porter le maillot du classement de la montagne. Lui, il n'est pas du tout impacté par le problème de parcours. Il a pris les points du classement de la montagne pendant toute la journée. Ah bah sauf que non, c'est annulé. Là aussi. Super. Fantastique. Là, en termes de manque de respect d'un coureur, les organisateurs du Tour de l'Algarve sont d'un bon niveau avec Tivani. Deuxième chose, je viens de parler des barrières. Alors certes, il y a eu un problème des barrières, mais je viens de parler aussi des oreillettes. Ça confirme juste une information, l'arrivée d'hier. Hein. Les oreillettes, ça sert à rien. Ça sert à rien, les oreillettes. Bon, ça fait depuis des années que je le dis, mais les oreillettes de base ont été faites pour la sécurité. C'est comme ça qu'on a vendu les oreillettes. On a dit, ça permettra de donner des informations aux coureurs. Là où hier, il n'y a pas d'oreillettes, il y a des oreillettes, les mecs qui continuent de sprinter pareil. Hein. Donc pour moi, l'oreillette ne sert à rien pour la sécurité du coureur. Il faut bannir les oreillettes. Ça ne sert à rien aussi d'avoir des compteurs avec des GPS dedans. En passant, parce que moi je suis pour qu'on bride les compteurs, qu'on bride les informations, qu'on ait un mode course avec très peu d'informations sur les compteurs, juste des informations essentielles, rythme cardiaque, que l'on ait seulement la vitesse sur les compteurs, le kilométrage, voilà, mais qu'on n'ait pas plus sur les compteurs, c'est-à-dire GPS non, watts non plus, pour redonner de l'insta au coureur, qu'on ait juste rythme cardiaque, vitesse, et un mode unique, c'est-à-dire tout doit être sur un seul écran. Moi, je suis pour ça également, qu'on enlève des informations sur les compteurs. Mais là, on s'aperçoit que tu as beau avoir des GPS, tu as beau avoir des oreillettes, ça ne sert donc à rien pour la sécurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à hier? Bon, Steve Chenel qui se marre aussi à l'arrivée, j'ai moyennement aimé. Parce que pour moi, ça me fait plus rire depuis longtemps les problèmes de sécurité et on doit être apostrophé, mais pas forcément se marrer dans ce genre de situation. Et au départ, il sourit quand même beaucoup, je trouve, Steve Chenel. Et puis, ce qui m'a énervé, c'est que ce matin, on repart comme si de rien n'était. Bon, voilà. Hein. Que ça soit du côté des interviews, au départ, on a juste demandé à Romain Grégoire un truc, mais on repart comme si de rien n'était, parce que comme l'étape a été annulée, c'est comme si elle n'avait pas existé, l'étape. Il n'y a pas eu de problème, elle n'a pas existé. Ah bah non, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, elle n'existe pas cette étape. Il n'y a pas eu d'enquête de l'UCI, il n'y a rien eu. Aujourd'hui, en fait, l'étape d'hier ne sert à rien pour améliorer la sécurité. Voilà.
C'est un grand doigt d'honneur à la sécurité aujourd'hui, hein, qui fait l'UCI, que fait l'organisateur, que fait tout le monde. On repart comme si rien n'était. Voilà. En passant, l'interview du directeur de la course, au départ, est lunaire, parce qu'en fait, on n'apprend rien sur l'interview. C'est-à-dire qu'il nous dit pas, il nous dit oui les coureurs, mais en même temps, enfin, c'est vraiment, je ménage la chèvre et le chou, et en plus je suis mais évasif à mort. Il n'y a rien à en tirer de cette interview. Oui, ça doit pas se reproduire. Bah super, il faudrait que ça se produise tous les jours, non, 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 sans déconner. Et à un moment, l'interview, il y a rien quoi dans cette interview. Enfin, il dit pas, oui. Il s'en prend même un petit peu au signaleur. Alors que pour moi, le signaleur, il est bien seul dans ce genre de situation. La route aurait dû être coupée. Ce qui fait que le signaleur aurait pas dû faire un geste qui était pas très compréhensible, il faut bien le dire quand même. En passant du côté des signaleurs, ça serait bien d'avoir peut-être une codification sur les gestes à faire. Qui est un code, là aussi on parlait de code de bonne conduite hier de la part de l'UCI pour les organisateurs de course, ça serait bien aussi qu'il y ait un code du côté des signaleurs. Parce que d'une course à une autre, enfin d'un signaleur à un autre même, c'est pas toujours les mêmes signes. Et c'est pas toujours compréhensible. Pour tout vous dire, moi la dernière fois, bon, ça fait déjà 2-3 mois, je me suis retrouvé à un moment sur une route bloquée par les gendarmes. Parce que il y avait un mec qui avait fait un accident et il y avait une dépanneuse. Donc moi quand je suis arrivé, il y avait déjà les gendarmes, bien entendu ils ont fermé la route. Ils ont vu ma tête, ils se sont dit lui il est sympathique, ils ont fermé la route à ce moment-là. Et le mec après me faisait des signes, mais je comprenais pas ces signes. Je ne comprenais pas. Avec les gendarmes, des fois ils font des gestes, vous ne comprenez pas les gestes, hein, c'est pas clair. Donc déjà la parole c'est pas mal, avoir un plan détaillé c'est pas mal, mais surtout là il fallait pas que ça soit seulement un signaleur. Le signaleur il se retrouve bien démuni dans cette situation-là. Il aurait fallu que ça soit clairement fermé du côté de la route. Et il s'en prend presque au signaleur. Mais l'interview, regardez ça sur Cyclisme Pro, je sais plus comment ça s'appelle, la page du mec qui fait les interviews pour Eurosport. C'est incroyable. Alors je vous invite à voir également les interviews, parce que celle de Dely, elle n'est pas intéressante. Par contre, celle de Haller est très intéressante. Celle de Van Aert également. Voire celle de Driesner, qui permet de mieux comprendre comment il a ressenti... les choses. Et puis celle de Romain Grégoire aussi est très intéressante ce matin, c'est le seul où on a une information, qui dit que lui il est passé du mauvais côté, mais en fait il savait absolument pas s'il était du bon ou du mauvais côté de la route. Ce qui montre bien qu'il y a eu un souci, c'est que même c'est-à-dire 95% du peloton déjà, enfin pas 95% du peloton, il y a 24 coureurs qui sont passés du bon côté de la route. Voilà. Dans ces 24 coureurs là, il y en a quand même genre la moitié, qui n'ont pas compris qu'ils étaient du bon côté de la route. Alors quand il y a des gens qui me disent que sur le roadbook c'était bien écrit et que c'était clair, vous allez me faire croire que dans un peloton, il y a 165 coureurs, ou je sais pas, un truc comme ça, qui sont débiles au point de ne pas comprendre un roadbook qui était tellement clair. Bah non, c'est que c'était pas clair. Quand il y a autant de monde qui se fait avoir, à un moment, c'est que c'est pas clair. Hein. Tu sais, c'est comme dans un exercice de maths au bac. S'il y a 90% des mômes qui n'arrivent pas à comprendre la phrase et qui ne résolvent pas le problème de la bonne manière, peut-être qu'il y a eu un souci dans l'énoncé. Là, c'est un petit peu la même chose. Il y a peut-être eu un souci dans la manière de faire le roadbook. Bon, on clôt cette histoire de première étape du Tour de l'Algarve. Je crois qu'on en a déjà beaucoup dit. On va revenir un petit peu sur cette deuxième étape. Nouvelle manière d'appréhender le final du côté de cette deuxième étape avec l'Alto d'Afoya, c'était pas du tout la même chose. Et puis il y avait cette montée de la Pomba qui a fait énormément de mal dans le final. On enchaînait la Pomba et l'Alto d'Afoya par un autre versant. Eh bien j'ai bien aimé parce que déjà l'autre versant de l'Alto d'Afoya, c'est une montée par palier. C'est-à-dire c'est une montée où vous avez une bosse raide, pouf, du plat, une bosse raide, du plat. C'est très compliqué de prendre son rythme et on l'a vu, beaucoup de coureurs ont eu du mal à choper le bon rythme. Et ce qui fait qu'il fallait faire son effort au bon moment. Il fallait pas le faire trop tôt, il fallait pas le faire sur les périodes de plat, il fallait se faire au bon moment. Et ensuite, cette Pomba, c'est quand même une horreur un petit peu à passer, hein, cette montée. Et on a eu donc dans ce début d'Alto d'Afoya cette échappée de 4 coureurs, avec notamment Kristen de plus
Paulès et Vergalito, eh bien, qui à un moment comptait plus de 30 secondes d'avance sur le peloton, et un Vingegaard qui n'a pas réussi à faire la différence, un Roglic extrêmement discret, et à la fin c'est UAE qui a trouvé la solution et qui a un peu défoncé tout le monde et écœuré tout le monde aujourd'hui, que ce soit Jan Kristen et Almeida, avec cette action de Jan Kristen. Moi j'ai l'impression au départ que Almeida va revenir et dépasser Jan Kristen pour les bonifications et pour les écarts au général, parce que c'est lui le leader, et qu'on est au Portugal. Sauf que Jan Kristen réaccélère sur la fin. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'oreillette. Mais là aussi, le fait de peut-être pas avoir d'oreillette nous aurait permis d'avoir un final où Jan Kristen aurait tout donné jusqu'au bout, et où Joao Almeida, voilà, un final moins bizarre. Je pense que là, du côté de l'oreillette, on a peut-être dit des choses dans la voiture. Et le final s'est passé de manière assez particulière. On va pas se mentir. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, bah, la UAE, dans le final, ils ont écœuré tout le monde, la UAE. Parce que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que certes, on a déjà les deux devant, c'est-à-dire Kristen et Almeida. Morgado est aussi dans le top 10 aujourd'hui. Les 3 premiers coureurs de l'équipe sont tous dans le top 10. Alors, au niveau du classement par équipe, c'est fantastique, mais ils ont écœuré tout le monde. On a senti que c'était les seuls qui maîtrisaient leur sujet. Visma maîtrisait absolument pas son sujet. Roglic, très discret. Du côté d'autres coureurs, c'était un peu plus épisodique. Ineos, c'était de plus, qui était fort, Lorenz de plus, hein, aujourd'hui. Mais UAE, impressionnant. Et Jan Kristen, dans la famille Kristen, on a vu Fabio, Jan de nouveau, toujours aussi impressionnant. C'est un coureur qui est hyper généreux dans l'effort. C'est vrai qu'il me fait penser, parce qu'il est suisse aussi un petit peu, mais il est généreux, un peu comme parfois Hirschi ou Alaphilippe. Peut-être même plus Alaphilippe. Alaphilippe qui était très généreux dans l'effort, parfois trop. Jan Kristen, il est très très généreux. C'est-à-dire le nombre d'attaques qu'il a fait dans le final. 4, 5, 6 attaques. Et on y recommence, et on y retourne, et on se démoralise pas, parce qu'il aurait pu se démoraliser à un moment en se disant « Ah bah de plus, je vais jamais réussir à le décrocher ». Eh ben non, on se démoralise pas, et on réattaque, et on réattaque, et on réattaque, et on réattaque, et à la fin on arrive quand même à décrocher tout le monde. C'est-à-dire, faut voir quand même les capacités physiques du gamin, parce que à 20 ans, ne pas se démoraliser, ne pas se mettre en colère non plus, parce qu'il aurait pu un peu s'impatienter. Non, il réattaque, il réattaque, il réattaque, il réattaque. Il craque pas sur la fin, parce qu'il aurait pu se mettre dans le rouge aussi et être contré par Lorenz de plus. Impressionnant ce qu'a fait Jan Kristen quand même. Hein. Du très, très, très solide. Ce qui rassure pas sur la capacité qu'ont les adversaires de UAE à potentiellement battre le collectif de la UAE. Parce que quand on voit ce qu'a fait l'équipe aujourd'hui, on se dit « Ah bah sur le Tour de France, ça va peut-être être la même chose. » Parce qu'il y aura peut-être plus Rafał Majka, mais il y aura Jan Kristen. Parce qu'il y aura peut-être plus Marc Hirschi, mais qu'il y a encore Morgado. Ou que tu as encore Del Toro. Ou que tu as encore Sivakov qui est en forme sur le Tour d'Andalousie. Ça ne s'arrête jamais dans cette équipe. Il y a toujours un nombre de talents incessant, tout simplement aussi parce que tu as 60 millions d'euros de budget, ça c'est clair et net que ça aide, hein, quand tu as le plus gros budget du cyclisme, mais il y en a tout le temps. Ils ont un talent pour repérer les jeunes aussi, UAE. Ils ont un talent pour repérer les jeunes talents. Del Toro, Kristen, c'est des coureurs qui étaient déjà talentueux chez les jeunes, et ils les ont repérés. Et ils les ont trouvés avant les autres. Ils ont ce talent-là. Mais vraiment impressionnant. Impressionnant aujourd'hui Jan Kristen. C'est vrai que Fabio avait déjà été bon en Espagne, mais alors là Jan très très fort, et puis les frères Kristen, je pense qu'on va encore en bouffer pendant quelques années. Et pour la sélection suisse, ouf, ça va être costaud dans les années à venir, hein, la sélection suisse au championnat du monde, hein. Kristen, Marc Hirschi, voilà, si en plus tu récupères un Stefan Bissegger pour les contre-la-montre. Non, ça va être du très costaud pour la formation suisse dans les années à venir. Parce que vraiment, là aujourd'hui, dans le final, on n'a vu qu'une seule équipe, c'était la UAE. Présente partout, avec un Almeida très fort. Et un Almeida, comme d'habitude, hein, mode diesel, hein, on a vu, dans un Pumba, il a lissé son effort, il était peut-être pas forcément au mieux.
Mais il a réussi quand même à s'en sortir, hein. Lui, c'est vraiment le spécialiste de l'enchaînement des cols. Il n'est pas forcément bien sur un col sec unique, à part quand il est vraiment au top de sa forme. Là, c'est pas encore le cas. Par contre, dès qu'il commence à trouver son rythme de pédalage, il est quand même très impressionnant, le coureur de la UAE. Deuxième coureur top, Romain Bardet. Alors moi, j'avais pas vu la Figueras Champions, la Classica Figueras Champions dimanche, parce que ça finissait trop tard par rapport aux vidéos que j'avais à faire. Mais Romain Bardet, je crois, avait déjà fini 8e ou 12e, un truc comme ça, je sais plus, avec Julien Lafilippe. Et là, aujourd'hui, costaud, hein, costaud. Alors, c'est moyennement une surprise, parce que comme il sait qu'il va faire qu'une demi-saison, lui, il est pas en obligation de tenir sa condition physique jusqu'en octobre. En gros, je rappelle que 10 juin, sa saison est finie. Et sa carrière est terminée, mais sa saison est finie le 10 juin. Donc en gros, il faut qu'il tienne 5 mois. Voilà, même pas 5 mois, parce qu'on est déjà le 20 février. Donc c'est 5 mois de compète, à peine. Donc 5 mois, forcément, il démarre déjà au taquet, Romain Bardet. Il démarre déjà avec une très grande condition physique, alors que d'autres sont un peu plus en retrait de ce côté-là. Mais Romain Bardet, aujourd'hui, très solide. Il prend en plus des points pour le classement de la montagne. Il marque quelques points, Romain Bardet. Derrière, il fait une attaque, 2 attaques. Voilà, il a bien décoincé les jambes. Dans le final, il finit quand même 4e. Il finit derrière Lorenz de Plus, juste derrière Lorenz de Plus. Donc en gros, il est 2e parmi ceux qui sont partis dans le 2e groupe. Et oui, il finit devant Vingegaard, devant Roglic, devant Geoghenaert, devant aussi Romain Grégoire, devant du Van Wilder. Donc il finit devant du beau monde. Et avec une étape où il a été au taquet, où il a été très performant. Voilà, donc très, très belle épreuve de la part de Romain Bardet, qui a été très solide. Il était 12e à la Figueras Champions Classic. Et voilà, il va finir, c'est la semaine du 8 juin. Le Dauphiné, je ne sais pas quand il se termine. Mais en gros, voilà, il lui reste 5 mois même pas 5 mois. Donc il commence déjà au top. Ça sera au Mont-Cenis le 15 juin. Voilà, le Mont-Cenis. Pour ceux qui veulent avoir les dates, donc 15 juin, oui, voilà, hein, on est quasiment sur les 5 derniers mois de sa carrière. Donc il sait que maintenant l'objectif est de profiter et d'enchaîner les résultats. Et je le vois qu'il va faire normalement la Faune Ardèche classique et la Drôme classique. Je me dis qu'on peut déjà le mettre parmi potentiellement les favoris sur ces épreuves-là, parmi les grosses cartes à jouer, parce que vu ce qu'il a montré aujourd'hui, sur un terrain similaire, ça peut être du très 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 solide Romain Bardet, donc en très grande forme pour le moment, le coureur français, et ça fait du bien de le voir à un très haut niveau. Et puis je termine avec un dernier coureur pour finir du côté des coureurs top, c'est Lorenz de Plus. Lui aussi, hein, très en forme, parce que il est tombé sur un sacré poil à gratter avec Ian Creston, mais lui aussi, il attaque, il relance à de multiples reprises. En passant, on s'attendait à voir Thymen Arensman aujourd'hui, que ça soit Thymen Arensman ou Carlos Rodriguez de l'autre côté, c'est quand même pas foufou. Et heureusement qu'on a eu du grand Lorenz de Plus qui a été très performant aujourd'hui, hein, qui a su faire sa course, qui a su attaquer au bon moment et qui a su être performant dans le final. Donc bravo Lorenz de Plus. Et c'est vrai que le Belge est souvent sous-estimé, sous-exploité, je trouve, du côté de la Ineos. Alors c'est un coureur qui sait être performant, surtout sur ces dernières années, hein. C'est vrai que c'est un coureur qui était équipier et simple équipier, je dirais, du côté de la Jumbo, à part en 2019. Et c'est vrai qu'il avait eu une saison 2020 difficile. Et je trouve que ça fait depuis 2-3 ans où on le voit vraiment énormément. Et il a un rôle très important, mais aussi il peut être leader. Il le montre très régulièrement qu'il est en capacité d'être leader. 15e sur le dernier Tour de France de plus. 4e à Super Dévoluy. 5e du dernier Dauphiné. Mais c'est vrai qu'il est souvent sous-utilisé, sous-exploité. Eh bien, j'espère que ça sera différent en cette année 2025. Mais c'est comme le bon vin, hein, parce qu'à 29 ans, il se bonifie. Lorenz de Plus, c'est pas forcément le mec qui était le plus fort. Enfin, il a eu un trou noir dans sa saison, dans sa carrière plutôt, Lorenz de Plus. C'est-à-dire qu'il a commencé plutôt costaud.
Il est passé notamment par le Lotto Belisol U23. Donc à l'époque c'était vraiment une très grosse équipe référence, puis par la Quick Step et enfin la Jumbo. Donc là il était très fort à la Jumbo. Et puis tout d'un coup, bam, ça s'écroule. Il arrive à redémarrer un peu chez Ineos, mais ça a mis un petit peu de temps. Et là ça fait depuis 2 ans où c'est du très costaud. Et il réattaque 2025 avec un très très bon niveau, Lorenz de plus. Et heureusement, parce que c'est vrai que chez Ineos, Arensman soupe à la grimace aujourd'hui, hein, 1 minute de perdu, un petit peu comme Rodriguez sur l'UAE Tour. Bon, Geraint Thomas, alors Steve Chanel qui dit oh c'est surprenant, Geraint Thomas n'a jamais été bon en début de saison. Je dis toujours Geraint Thomas avant mi-mars. Allez, faut pas s'attendre à grand chose. Ça fait quand même depuis 15 ans qu'il court de la même manière Geraint Thomas. À part quand il faisait les classiques flandriennes, et même il était rarement bon sur les premières classiques flandriennes de l'année. Hein. Avant mi-mars, faut pas s'attendre à grand chose à la part de Geraint Thomas, donc je suis pas surpris qu'il soit à 16 minutes. Ghana par contre c'est un peu plus surprenant parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup d'ambition du côté du classement général Ghana et il a quand même disparu énormément hein. Il finit aujourd'hui 113e, c'était trop dur aujourd'hui, c'était vraiment un vrai final de puncher hein. Et c'est vrai que il fallait vraiment être performant dans cet exercice là et Ghana c'était trop pentu vraiment pour le coureur italien aujourd'hui. Allez on regarde tout de suite les bonnes dates. On termine avec les flops du jour. 3 coureurs qui ont eu du mal. Alors c'est vrai que c'était une montée. On sent que c'était un vrai premier effort pour beaucoup de coureurs qui étaient présents sur place du côté de ce Tour de l'Algarve. On a bien senti que beaucoup de coureurs se testaient aujourd'hui. C'était un vrai test. Et certains ont un peu échoué au test. Et ça commence avec Tiberi, le coureur de la Bahreïn. Pourquoi ? Parce que Tiberi, on parlait d'Arensman tout à l'heure, c'est pas beaucoup mieux du côté de Tiberi. La différence, c'est qu'il n'y avait pas grand monde d'autre pour l'aider. Et que j'ai envie même de dire, dans l'équipe, on est un peu passé à côté. À part Eulaliu, je dirais 43e à 4,24 pour un jeune coureur qui vient de Continental portugaise, c'est plutôt pas mal. Caruso, 4 minutes 17, on voit le poids des angles qui commence vraiment à se faire sentir. Et puis Tiberi, 1,49 hein, aujourd'hui de perdu pour Tiberi. Alors certes, certains vont me dire, c'est pas un puncher. C'est vrai que de base, c'était plutôt un rouleur, Tiberi. On était sur une arrivée punchy. De là à perdre 1,49, alors qu'il y a eu beaucoup de temps d'arrêt hein, quand même, notamment dans le deuxième groupe, ça veut dire qu'il finit à 1,20 de la plupart des coureurs qui étaient dans le deuxième groupe. Ça fait quand même beaucoup, en sachant qu'il y a eu énormément, encore une fois, de stop and go. C'est-à-dire que ça permettait de revenir. Alors, est-ce qu'il était dans une mauvaise journée, Antonio Tiberi, ou est-ce qu'il n'a pas réussi à se faire à cette montée finale? Ça, c'est la grande question. Mais c'est un petit peu décevant de la part du coureur italien. Après, il faut le dire aussi, c'est seulement son deuxième jour de course à Tiberi. Donc peut-être un stage en altitude. Il a un peu de mal à récupérer d'un stage en altitude. Et voilà, c'est pas forcément évident de repartir sur la saison. Mais là, il est passé à côté et c'est dommage parce que lui aussi, avec ses talents dans le contre-la-montre, il pouvait quand même pouvoir prétendre à quelque chose. Mais aujourd'hui, ça n'a pas voulu marcher pour le coureur italien, donc c'est dommage pour Antonio Tiberi qui passe à côté. Deuxième équipe qui, elle, est passée à côté, c'est la Visma. Alors d'un côté déjà, Vingegaard n'était pas exceptionnel, n'était pas dans une forme olympique. Bon, ok, ça peut arriver. Il fait quand même 6e de l'étape, hein, Vingegaard. Mais c'est vrai que quand il fait sa première attaque, tout le monde a réussi à suivre. Personne n'a été mis en difficulté. Il accélère à 3-4 bornes de l'arrivée, quand l'écart est à 30 secondes. Il met un peu les watts quand même à ce moment-là. Il ne fait pas du tout la différence. Donc, ce qui montre que l'état de forme n'est pas exceptionnel. Après, comme Pogacar, c'est des coureurs qui cette année reprennent plus tôt que l'an dernier. Lui, l'an dernier, il avait repris à Grande Camino. Pogacar, il avait repris qu'au mois de mars. Donc c'est des coureurs qui reprennent 10 jours, 15 jours plus tôt que l'an dernier. Et ça fait des différences sur les états de forme, sur les programmations de saison. Et c'est peut-être ça qui est difficile à mettre en place du côté de Jonas Vingegaard. Après, la course de la Visma, ils sont passés complètement à côté. C'est-à-dire que certes, Vingegaard n'est pas en forme. Tige Benoot,
on l'a vu quand même, là je suis d'accord avec Steve Chanel, on l'a vu bien plus performant sur d'autres courses. Du côté de Tige Benoît, Van Aert, ouais, j'ai pas vu de la journée, Van Aert. Transparent complet. Sepp Kuss, bah là aussi bien transparent, il finit quand même à 4 minutes aujourd'hui. Sepp Kuss qui, il semblerait, donc, a repris son rôle d'équipier, hein, désormais c'est plus un leader. J'ai l'impression qu'il a un rôle d'équipier, désormais. Mais là, ça marche pas non plus. Et le plus inquiétant pour moi, c'est Kelderman. Kelderman qui explose dans la Pumba. Il a vraiment pété très loin de l'arrivée. Ce qui fait que Vingegaard s'est retrouvé très vite seul. Alors on a envoyé à l'avant Ben Tullet, sauf que Ben Tullet, il s'est brûlé les ailes, complet. Il a complètement explosé dans le groupe Nelson Poles. Il fait partie des deux qui ont explosé avec Rémi Rochas, du côté de la Groupama. Et Vingegaard n'arrive pas à faire la différence. Donc c'est vraiment une journée où on est passé à côté du côté de la Visma. Et c'est vrai qu'on en parlait dans les commentaires. C'est vrai que j'avais dit la UAE commence timidement. Bon, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Hein. Ils ont bien pris leur rythme de croisière. Mais la Visma, on en a parlé un petit peu dans les commentaires. C'est vrai que j'ai dit que c'est une équipe qui commence jamais très fort ces débuts de saison. Parce qu'il faut savoir que du côté de la Visma, on court très peu dans l'année. Et surtout, on court très peu en janvier-février. C'est-à-dire qu'avant mars, on les voit très peu, les coureurs de la Visma. Il faut le dire, hein, et ils n'emmènent pas des grosses formations sur le UAE Tour ou sur le Tour de Landers. C'était quand même des petites équipes qu'ils ont emmenées et pas des équipes avec des leaders pour le classement général. Mais pour le moment, c'est quand même très faible ce que propose la Visma et surtout comparé à la UAE. Hein, il y a une différence assez marquée pour le moment entre ces deux formations. Et pour le moment, sur ce Tour de l'Algarve, bah, c'est moyennement embarqué. Parce que pour le général, on a déjà plus qu'Jonas Vingegaard, en gros. Donc il ne faut pas que le Danois se plante. Sauf qu'en début de saison, bah, parfois, on peut avoir du mal à relancer la machine. Surtout quand on ne démarre pas sur la même course que d'habitude. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de Vingegaard. Mais pas exceptionnel. En sachant que Vingegaard, je pense que désormais, les organisateurs de course vont plus vouloir l'avoir, Vingegaard, en début de saison. Parce qu'il y a une statistique qui est sortie. Sur les 3 dernières années, à chaque fois que Vingegaard fait sa rentrée, la course est annulée, ou neutralisée, ou il y a un problème. Il y a 3 ans, Grande Camino, il neige. Enfin, il y a 2 ans, 3 ans, oui, je ne sais plus jamais comment on doit calculer dans ce genre de cas. L'an dernier, le fameux contre-la-montre à Grande Camino, où les temps étaient neutralisés à cause du vent. Et donc cette année, première étape annulée à cause du fait qu'on n'ait pas pris la bonne arrivée sur le Tour de l'Algarve. Comme quoi, il porte un petit peu la schkoumoun, Jonas Vingegaard. Et puis je termine avec Roglic. Autant on a un peu vu Vingegaard, il a attaqué, ça n'a pas marché. Et son équipe est complètement passée à travers du côté de Vingegaard. Autant Roglic, déjà Tratnik a fait encore un énorme boulot et tu comprends mieux pourquoi il a voulu récupérer Tratnik de la Visma Lease Bike. Parce que vraiment, c'est un coureur qui a encore fait un sacré boulot. On l'avait vu au championnat du monde aussi, hein. Autour de Pogacar, c'est quand même un super coureur, Tratnik. Et là, il a encore fait un énorme boulot pour protéger son leader. Sauf qu'ensuite, Roglic, bah, il n'a pas du tout attaqué. Alors, est-ce qu'il n'était pas au top de sa forme? Ça, c'est déjà une grande interrogation. Mais est-ce qu'il voulait vraiment se contenter du final? Et quand est venu le final un peu plus pentu, il n'a pas réussi à remettre en route parce qu'il n'avait pas les jambes, parce qu'il n'était pas en forme? Ça, c'est une interrogation, mais ce type d'arrivée-là en montée, alors je dirais pas sèche, mais quand même pas loin aujourd'hui, c'est quand même typiquement les arrivées à la Primoz Roglic. C'est typiquement le genre de choses qu'il adore. Normalement, il doit finir devant Almeida. Donc, le fait qu'il finisse pas devant Almeida, ça montre qu'il est moins en forme que Almeida. Peut-être un décalage dans la préparation. Il faut aussi rappeler que Roglic est pas tout jeune non plus. Est-ce qu'on commence pas à être un petit peu sur le déclin? Ça, c'est la grande interrogation. Mais s'il commence à être sur le déclin, déjà, c'est pas une bonne nouvelle pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. C'est pas une bonne nouvelle pour lui aussi, parce que dans la hiérarchie d'équipe, quand on voit notamment un certain Lipovitz, et il y en a d'autres du côté de la Red Bull Bora, on se dit, il faut pas baisser de rythme, parce que sinon, ça peut être très compliqué dans cette formation. Mais j'ai trouvé Roglic décevant. Je m'attendais pas forcément à grand chose de Vingegaard sur une arrivée comme ça, potentiellement, mais j'attendais beaucoup de Roglic
et je suis resté vraiment sur ma faim. Pour moi, c'était vraiment une arrivée typique de Roglic, avec ses ruptures de pente. C'est vraiment un truc qui, normalement, où il est très bon. En plus, bon, c'est l'Espagne, le Portugal, c'est quand même des coins qu'il aime bien, aussi Roglic. Donc ouais, assez surpris par le faible rendement sur cette étape du coureur slovène. Allez, pour finir, on regarde tout de suite les différents classements. Les différents classements de cette journée, au final, donc première journée de course, hein, selon les organisateurs, on a tout rayé hier. Jan Christen, donc vainqueur devant Joao Almeida, Lorenz de plus, troisième devant Romain Bardet. On retrouve ensuite Antonio Morgado, Jonas Vingegaard, Luca Bergalito qui complète ce classement. Roglic seulement 9e de cette étape et un peu trop discret aujourd'hui. Du côté du général, eh bien c'est la même chose. Là aussi, hein, pas de changement. Donc Christen, Almeida, de plus Bardet, Morgado sont aux 5 premières classes. Du côté du maillot vert, Jan Christen devant Almeida, de plus Bardet. Du côté du classement de la montagne, c'est Jan Christen à égalité avec Tivani, qui, s'il y avait eu les points hier qui avaient été conservés, parce que là aussi je trouve ça inadmissible que les points de Tivani aient été supprimés hier, alors que à ce moment-là il n'y avait pas de souci dans la course. Donc Tivani se retrouve à perdre ses points d'hier, parce que sinon il serait en tête du classement de la montagne. Du côté du maillot blanc, c'est Jan Christen qui est en tête, et du côté du classement par équipe, c'est la UAE qui est devant, mais j'ai pas encore tous les classements à 18h45. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!